Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Cette semaine, c'est un épisode spécial car il est produit dans le cadre du Podcaston 2024, un mouvement de podcasteurs et podcasteuses qui vise à mettre en avant une association lors d'un épisode diffusé au mois de mars. Et grâce à l'équipe de Podcaston, j'ai pu avoir la chance et le privilège d'être en mise en relation avec l'Armée du Salut, une association qui fait partie de mon quotidien depuis quelques années car c'est mon association de choix lorsque je dois donner ce qui est devenu superflu chez moi ou acheter quoi que ce soit dans ma maison. Avec Nathalie, chef de service au sein de l'Armée du Salut, nous parlons de dons, organisation du magasin et elle nous dévoile toutes les actions que nos dons ou nos achats permettent de financer. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Avec plaisir, merci à vous. Alors, on va commencer comme pour tous les invités, je vais faire une courte présentation de qui vous êtes pour remettre un petit peu le contexte. Puis après, si j'ai dit des bêtises, vous pouvez me reprendre. Est-ce que ça vous va ? C'est très bien, merci. Alors, c'est parti. Donc, vous vous appelez Nathalie, vous habitez dans la région de Mulhouse et vous êtes la chef de service des actions de l'Armée du Salut en matière d'insertion par l'activité économique. Vous avez gentiment accepté mon invitation dans le cadre du Podcaston 2024 et si j'ai lancé cette invitation à votre institution, c'est que minimalisme et désencombrement et la seconde main, c'est des sujets qui sont assez liés. Je préconise d'ailleurs souvent plutôt le don que la vente quand on fait du tri chez soi. Et moi-même, je ne consomme quasi exclusivement que du seconde main pour des raisons idéologiques et économiques, bien souvent à l'Armée du Salut. Et pourtant, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas réellement les activités que nos dons en nature ou bien nos achats dans vos magasins pouvaient financer, d'où l'invitation du jour pour nous expliquer tout ça. Est-ce que j'ai dit des bêtises ? Pas du tout, non, c'est ça. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne connaisseraient pas ou mal l'Armée du Salut, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association en quelques mots ? Oui, donc l'Armée du Salut, c'est une structure qui a été une organisation qui existe depuis au moins 150 ans environ, qui œuvre pour les publics vulnérables, pour les aider notamment en termes d'hébergement, de soutien psychologique, familial, social, pour limiter au maximum la précarité et sortir des gens de cette précarité-là, donc à travers l'ensemble du territoire français. La plupart des établissements ont des actions sur l'hébergement, mais la Fondation de l'Armée du Salut travaille de plus en plus sur l'insertion par l'activité économique, ce sur quoi nous, on travaille au niveau du chantier d'insertion. C'est né en Angleterre, c'est très développé aux États-Unis. Et voilà, c'est vraiment un mouvement international. Il y en a en Belgique, il y en a en Suisse. Voilà, moi, je connais plus ce qui se passe au niveau français et encore plus au niveau local, mais oui, c'est une association internationale. Et quand vous parlez justement du niveau local, quels sont le type d'initiatives dans lesquelles vous vous êtes impliqué, vous-même, au sein de l'Armée du Salut ? Quel est votre rôle ? Alors, moi, je suis responsable d'un atelier chantier d'insertion. L'atelier chantier d'insertion, c'est une structure qui aide des personnes qui sont éloignées de l'emploi à retrouver un emploi. En gros, l'année dernière, on a accueilli à peu près 100 salariés en insertion. Et c'est des personnes qui sont en contrat chez nous pour 2 ans maximum et qu'on va aider à retrouver un peu les codes du monde de l'entreprise. Elles vont bénéficier d'un accompagnement social, un accompagnement professionnel pour leur dire, on va essayer de résoudre vos problèmes du quotidien périphérique qui vous empêchent de trouver un travail ou une formation. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, comment on va vous aider pour sortir de la précarité et trouver votre voie ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie ? Et on va essayer de leur trouver des formations qui vont bien ou des emplois qui vont bien. Et quel type d'emploi vous leur proposez au sein de l'armée ? On a plusieurs activités qu'on appelle activités support à l'insertion pour qu'ils réapprennent à arriver à l'heure, qu'ils réapprennent la hiérarchie, comment ça fonctionne dans une entreprise. Et donc nous, on a un magasin de seconde main, c'est notre activité principale, une recyclerie. Donc dans la recyclerie, on fait de la collecte et livraison de mobilier. On collecte des livres, du textile, de la vaisselle, tout ce qu'il peut avoir chez vous et qui n'est pas alimentaire ou consommable. On le récupère. Les salariés vont faire le travail de tri, de nettoyage, de petites réparations, de tests avant de le mettre en vente. Et ensuite, vont le mettre en vente. Donc, on a un magasin qui fait 1000 m² de surface de vente où on propose tous ces dons qui sont parfois neufs en fait. On dit que c'est de l'occasion, mais parfois les gens, c'est pour du textile, c'est jamais sorti du placard par exemple. Donc en fait, c'est de l'occasion, mais c'est neuf. Donc voilà, ça dépend. On trouve un petit peu de tout.
Il faut aimer un petit peu fouiller, mais nous on considère que c'est pas parce que c'est de l'occasion qu'on peut pas le mettre en valeur comme un objet neuf. Donc ça c'est l'activité principale qu'on a sur le chantier d'insertion. Vous avez d'autres activités à côté? Il me semble qu'il y a un garage. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un garage solidaire. Et ben, c'est une activité qui est ouverte depuis 2 ans et demi maintenant, à peu près, et qui permet à des bénéficiaires, donc des gens qui sont dans la précarité aussi, de bénéficier de réparation, de location ou de vente de véhicules à coût plus abordable que dans un garage classique. Ça, c'était des acteurs institutionnels et des acteurs du territoire qui avaient soulevé ce problème-là. Et nous, on en est conscient, la mobilité, c'est un des freins majeurs à l'emploi et à la formation. Donc pour y pallier, il fallait qu'il y ait une offre un peu de mobilité solidaire et on a répondu par ça. Donc en gros, on fait un tarif horaire de main-d'œuvre qui est vraiment pas cher et qui permet à des personnes de garder leur emploi ou de trouver un emploi grâce au fait d'avoir pu réparer leur voiture. Donc pour des aides à domicile, par exemple, pour des gens qui travaillent sur des horaires spécifiques et qui ne peuvent pas y aller en transport en commun, ça leur permet de garder leur travail ou d'en avoir un. Donc on intervient là-dessus depuis 2 ans et 2 ans et demi, il y a une grosse demande et du coup pour cette activité-là on fait aussi appel aux particuliers pour nous donner des choses et c'est des véhicules et ça marche plutôt pas mal. Vous allez me dire, je suis peut-être très dans le cliché, mais j'imagine c'est peut-être la voiture du grand-père, il a plus le droit de la conduire, donc du coup on la donne ou... Alors c'est pas trop un cliché, hein. On récupère ces véhicules-là, mais on récupère aussi des véhicules de personnes qui se disent bon, j'ai peut-être 2 véhicules, il y en a un qui dort quand même pas mal dans le garage, on paye les frais d'assurance, enfin voilà, c'est donc surtout dans les temps actuels où on fait quand même attention aux dépenses. Il y a aussi ce choix-là où on se dit voilà, la voiture, je m'en sers pas assez et je dépense trop, donc je vais la donner. Ils peuvent avoir un reçu fiscal grâce à notre mode de fonctionnement. Donc derrière, c'est intéressant aussi pour défiscaliser. Les gens, ils font vraiment le choix, ils disent bah, c'est pour l'armée du salut, quitte à avoir juste une centaine d'euros pour aller à la casse, autant qu'au moins on essaye qu'elle reserve à quelqu'un d'autre si ça peut être utile. Et les gens qui la réparent, du coup, c'est des gens d'insertion aussi? Vous formez des gens à des métiers de mécaniciens? C'est des anciens mécaniciens? C'est comment ça se passe? Alors, on a un chef d'atelier qui est mécanicien, qui a travaillé dans le privé, qui encadre donc à la mécanique, on a 3-4 salariés en insertion. Donc oui, c'est des profils qui ont plutôt soit une bonne appétence en mécanique, soit un diplôme, mais peut-être un petit peu vieillissant en mécanique. En tout cas, ils ont des compétences, parce que c'est compliqué sinon de les embaucher. Et souvent, ils ont des projets qui vont vers la mécanique. Mais pas nécessairement. Ça reste des activités support. En fait, l'insertion, c'est pas parce que la personne va travailler avec nous dans la mécanique qu'il a un projet en mécanique. Et du coup, avec l'argent que vous générez, avec les magasins, et puis peut-être aussi avec le garage, c'est tout de suite remis dans le circuit dans les magasins, ou alors ça va aussi dans d'autres activités de l'Armée du Salut qu'on connaîtrait peut-être un petit peu moins? Non, là, déjà, en fait, en termes de fonctionnement, on a une équipe qui est assez importante en termes d'encadrement technique et d'accompagnement socio-professionnel. Donc les ventes du magasin, là, elles vont pour le fonctionnement et pour les salaires de toutes les personnes qui y travaillent, pour réinvestir aussi, pour améliorer leurs conditions de travail. On essaye toujours, nous, en tout cas au niveau du magasin, du chantier d'insertion, que cet argent-là il serve pour les bénéficiaires. Alors bénéficiaires, c'est les salariés en insertion. On essaye déjà d'être à l'équilibre. Malheureusement, on ne génère pas assez pour financer d'autres actions. Mais bon, voilà, et on intervient quand même pour une centaine de salariés par an, ça fait pas mal de travail. Sur le chantier d'insertion, l'année dernière, on a eu 94 personnes qui sont passées sur le chantier, qui sont sorties en emploi ou pas, mais en tout cas qu'on a accompagné. Donc c'est un travail assez colossal. Donc, il n'y a pas de vendeurs bénévoles chez vous? Non, alors on a très peu déployé pour le moment, parce que ça c'est un des objectifs aussi pour les mois et années à venir, c'est de développer ce bénévolat. Pour le moment, on a 3-4 bénévoles ici sur notre structure qui nous aident un peu pour le tri et un peu pour des événements à l'extérieur, pour communiquer. C'est surtout là-dessus. Après, je repensais juste à la question précédente par rapport à quoi sert l'argent aussi, en tout cas le magasin, comment on vend. On a des partenariats avec des associations, des bailleurs sociaux, et eux, on leur fait pratiquer un tarif préférentiel parce qu'on reste dans cette recyclerie solidaire quand même. Le magasin, il est ouvert à tous, tout le monde peut venir. Par contre, si on est associatif ou si on en a besoin en tant que client, on fait des tarifs aussi préférentiels. On essaye toujours de garder cette vocation-là sociale. Petite question qui n'était pas préparée quand on a préparé, mais du coup ça me vient.
Personnellement, est-ce que votre maison, du coup, c'est pas un deuxième magasin Armée du Salut? Ou est-ce que ça va, Non, la j'ai tentation est pas trop grande? Ça va chez vous? Ça va, de toute façon, j'aurais jamais la place de prendre tout ce qui pourrait m'intéresser. Mais non, 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 je plaisante. Non, en fait, il y a un flux d'objets et de meubles qui est assez impressionnant, hein. Tous les jours, on a des volumes très importants qui arrivent, qui sont vendus, donc ça tourne en permanence. Mais oui, forcément, je fais ce métier-là parce que j'ai cette sensibilité-là aussi au réemploi. Et on trouve vraiment des pépites, hein. Que ce soit sur de la vaisselle, des meubles, c'est assez incroyable. Je pense que les gens qui pratiquent pas ça, en tout cas les recycleries ou qui ont pas se rendent pas compte de tout ce qu'il y a et de la qualité de ce qu'on peut trouver. Alors moi, j'ai entièrement meublé et aménagé mon intérieur quand on arrive en Suisse en seconde main. Et je pense qu'à peu près, je dirais un tiers vient de l'Armée du Salut, un tiers d'Emmaüs et un tiers de vente directe avec des particuliers, quoi. Ah, on trouve largement de quoi faire et c'est intéressant d'un point de vue économique et puis pour la planète, quoi. Et si on avance un petit peu, est-ce qu'avec l'explosion des plateformes de vente par particulier, ça a eu un impact en termes de quantité ou de qualité sur ce que vous recevez, vous, dans vos magasins? Alors, ça a eu un impact à un moment. On trouvait que la qualité du textile, elle était un petit peu moins bonne, notamment avec le gros développement de Vinted. C'est vrai que ça avait eu un impact. J'ai l'impression moins. Là, quand je vois ce qu'on a en magasin en termes de textile, parce que c'est plus sur le textile ça avait eu un impact, pas sur le mobilier, pas sur le reste, mais vraiment le textile avec Vinted. Et là, j'ai l'impression qu'on recommence à avoir des marques, à des choses plus qualitatives. Je pense qu'il y a eu l'effet nouveauté et puis ouais, Vinted, pour avoir vendu deux, trois choses, ça prend du temps. Il faut être réactif et puis au final, pas grand-chose. Je ne sais pas si donner un argument pour dire plutôt donner que de vendre, parce que je peux comprendre que les gens aient besoin de se faire un porte-monnaie sur Vinted ou sur une autre plateforme. Ça, je peux l'entendre. Tout le monde a... Il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes d'argent. Donc, mais voilà, moi je sais plus, voilà, ça prend du temps pour des fois pas grand-chose. Je pense que quand on peut se le permettre et on n'a pas besoin de rentrer dans nos frais sur cette vente-là, j'aime bien sur le don de seconde main, je viens à un seul point et je peux donner en même temps les vêtements qui sont trop petits pour les enfants, la vaisselle dont j'aurais plus besoin et du linge de lit parce que linge de lit bébé on en a plus besoin donc on le donne. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ah oui, 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 parce que là, pour le coup, on récupère beaucoup de choses et les gens, ils n'ont pas besoin de faire un endroit, voilà, pour les équipements enfants, machin. Tout est ici, nous on trie, on voit. Après, voilà, on n'est pas une déchetterie non plus, hein, je tiens à le rappeler, parce que des fois, il y a une petite ambiguïté là-dessus. Oui, est-ce qu'on pourrait en parler de ça? De l'importance de la qualité des dons. C'est quoi un don de qualité? Bah, en fait, il faut juste se poser la question en pensant à la personne qui achètera et qui va se retrouver dans le produit en magasin en se disant, je sais pas, est-ce que moi j'achèterais ça déjà juste dans l'état, pas forcément une question de mode ou de goût, mais est-ce que déjà il n'est pas cassé ou sale pour que je puisse l'acheter? Juste se dire, est-ce que c'est vendable? Qu'on comprenne bien, c'est quoi le coût pour vous en temps, en énergie, potentiellement en argent, d'avoir des choses qui ont mal été triées avant? L'idée, c'est de faire au mieux et de dire quand il y a vraiment des choses qui ne sont pas vendables, que la personne reparte avec. Dans les faits, c'est pas forcément évident à mettre en place tout le temps, parce que s'il y a 5 voitures qui arrivent en même temps pour vider la voiture, on n'est pas en capacité de le faire d'un point de vue humain. Donc on essaye de le faire et après, voilà, si la personne elle a toute une remorque entière de dons et qu'il y a juste un truc, en termes de temps, on va pas passer 3 heures à nettoyer une friteuse qu'on n'arrivera pas à vendre. Bah, voilà. Mais ça, on le dit pas forcément si la personne elle a ramené un camion entier. Des personnes âgées qui viennent, qui ont fait l'effort, qui ont fait le déplacement. Voilà, on s'adapte aussi au profil de la personne qui donne. Ça reste quelque chose de très humain aussi, hein. On est là pour rendre service. Des personnes qui vident des maisons suite à un décès. On va pas chipoter, ils sont déjà dans une douleur émotionnelle. Enfin voilà, on fait attention. Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de ne plus voir arriver chez vous? Qu'il y a peut-être des choses où vous dites ça, non, on n'arrive pas à les vendre. Bizarrement, des fois, il y a des choses où on se dit, mais jamais ça se vendra et c'est le premier truc qui se vend quand on le met en magasin. Ah oui, d'accord, donc il y a vraiment, ça peut ouais, partir dans tous les sens.
En fait, là où je dirais, c'est vraiment, faut penser à la personne qui va acheter, même si c'est quelqu'un qui a pas d'argent, où on se dit, bon bah voilà, le raccourci, bon, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils prendront ce qu'ils vont trouver. Nous, on n'est pas dans cette philosophie-là, on considère au contraire que nous, on fait des bas prix pour qu'ils puissent se payer la même chose que les autres, mais pas du dégradé. Là où je dirais, c'est donner quand vous considérez que c'est encore vendable et que la personne peut mettre ça chez elle et qu'elle a voilà, un bel intérieur, qu'elle puisse s'en servir. Ma crainte, c'est toujours de rajouter un problème et de foutre des trucs sur les rayons et en fait, ça vous embêtait parce que ça se vendra pas, en fait. Alors là, c'est pareil. En janvier, par exemple, on avait très peu de dons. Donc, on manquait de beaucoup de choses. Et là, par contre, ça explose sur tous les types d'objets. Donc, en fait, je préfère pas répondre non plus. Il faut pas que ce soit vous qui vous filtriez, qui vous mettiez des barrières par rapport à ça. Tant que c'est en bon état et que c'est vendable, après, c'est à nous de faire le choix. Et de toute façon, après, on a nos filières de réemploi par la suite. Quand on change un petit peu ce qui est en magasin, parce qu'il y a des clients qui viennent tous les jours, faut que ça change, on sort et ensuite, les sacs qu'on prépare, ils vont au relais Est. Donc ça, c'est un partenaire qui, lui, retrie encore, remet en boutique, voilà. Donc on essaye vraiment, quel que soit le type d'objet, d'avoir une filière la plus longue possible, même après passage chez nous. Ça repart encore en filière de réemploi. Oui, donc c'est pas la fin. Mon objet, il peut ne faire que transiter par chez vous. Vous avez la capacité de créer des stocks. Oui, c'est ça. En fait, il y a certains types d'objets, on les stocke. Bah, les affaires de Noël. Tout ça, les ventes un petit peu, on va dire, thématiques et très saisonnières. On arrive à les mettre de côté et on les ressort bah, pour faire aussi des ventes un peu, voilà, un peu coup de poing, quoi. Alors, ça paraissait bête hein, comme question, mais je pense que c'est important de le comprendre parce que moi, je sais que je me suis empêchée de donner des choses à certains moments et j'ai gardé les trucs chez moi en me disant, mais c'est pas la saison, je le donnerai plus tard. Donc, je pense que si moi j'y ai pensé, il y a d'autres gens qui y ont pensé. Et si j'avais compris que, en fait, non, t'inquiète, Hélène, ils vont mettre ça dans un coin du magasin et puis ils le ressortiront, les bottes de ski, au mois d'octobre, au mois de novembre, quand les gens préparent la saison, j'aurais pas gardé des choses en bon état dans mon placard pendant 6 mois. Après, c'est pas un souci, hein, si vous pouvez le faire, et tant mieux. Je veux dire, ça a de l'espace de stockage en plus pour nous, mais faut pas que ce soit un frein. En termes de frein au don, il faut trouver le temps d'y aller et ça, c'est pas forcément évident. Est-ce que vous avez des solutions d'enlèvement et ça concerne que les meubles? Pour le moment, on a des collectes gratuites à peu près 30 km à la ronde autour de notre magasin pour du mobilier. Mais après, ça, c'est du bon sens aussi. Si la personne, elle nous donne 4 meubles et à partir du moment où on y va, si elle a du textile, de la vaisselle, on prend les cartons avec. Mais il faut qu'il y ait du meuble. On a notre secrétaire et la personne qui est responsable de la logistique qui tiennent un planning des collectes et des livraisons. Donc il suffit de téléphoner, vous dites ce que vous avez, le mieux c'est d'envoyer aussi des photos. Et ensuite, voilà, on sait quel camion il faut prendre, quel nombre de personnes qu'on va mobiliser pour venir faire l'enlèvement. Et ensuite, l'enlèvement se fait. Et à ce moment-là, la personne, elle peut rajouter des choses autres que des meubles. Je parle des choses qui sont en bon état, hein. Il y a des gros living qui sont qu'on n'arrive pas à vendre et des fois qu'on a en trop grande quantité. Ceux-là, maintenant, c'est plus difficile. Que déjà, au niveau de la manutention, du démontage, là, je parle vraiment des grosses vieilles armoires. À la limite, c'est ce genre de meubles sur lesquels on veut vraiment une photo pour s'assurer de le prendre ou pas. Le reste, ça va. Après, je pense aux canapés. On fait voilà, attention à l'état des canapés et des matelas. Il y a des choses sur lesquelles on demande peut-être un peu plus de photos ou de précautions avant de se rendre sur place. Est-ce que vous avez peut-être des choses insolites que vous avez vu passer et qui se sont vendues pour vraiment montrer aux gens que non, du moment que c'est en bon état, faut pas hésiter, tout est donnable. Alors d'objets insolites là comme ça, j'en aurais pas forcément en tête, mais c'est vrai que on n'a pas tous la même manière de voir les objets. Les objets anciens, il y en a qui vont dire c'est des vieilleries, alors que d'autres ils vont y voir quelque chose de sympa ou en faire de la déco. Et puis après, il y a des gens qui viennent ici et c'est pour dépanner parce que des fois ils accueillent un peu de famille, ils ont besoin de mettre des choses dans la chambre d'amis, voilà. Ou il y en a qui ont une maison secondaire ou un chalet, ils vont le meubler mais avec des choses qui nécessitent pas du neuf selon eux. Ou des chambres d'étudiants. Hein. On travaille pas mal avec, là on est en partenariat avec l'université, le Crous aussi pour tout ce qui est logement. Et ce service-ci ça va très bien, les livres aussi, les livres on les vend 50 centimes, ça part. Hein. Donc vous confirmez, je peux vraiment tout trouver. Oui, et tout trouver, et même ce matin, parce que ça vient juste de me faire écho, il y avait, parce qu'on reçoit des robes de mariée, et du coup il y a une dame qui a essayé sa robe de mariée, donc elle était en magasin, elle lui allait parfaitement, donc même ce genre de choses, elle a même pas besoin du coup de faire de retouches. C'était assez incroyable. Et donc elle se baladait au milieu du magasin, c'était magnifique. Et voilà, c'est aussi ce genre de choses, donc robe de mariée qui est très personnelle et
Voilà, après avec l'histoire de chacun, on la donne pas, ça c'est vraiment des choix très très personnels, mais du coup on peut aussi trouver ce genre de choses. Je peux organiser mon mariage. Si j'ai un peu d'imagination, je peux avoir un mariage armé du salut. Ah oui, alors vous pouvez faire plein de soirées déguisées aussi, hein, parce que le textile, c'est là vous pouvez trouver du déguisement aussi, hein, parce que justement des choses où on se dit ah mais personne mettra ça, mais on peut se déguiser avec. Ouais, c'est vrai. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous tiendrez à dire, à mettre en avant pour inciter les gens à vous soutenir, que ce soit par des dons directs ou que ce soit par les dons en nature? Vous aviez des derniers messages à passer? Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir permis de présenter cette activité-là de manière plus détaillée. C'est vrai qu'on vit grâce aux dons des objets, nous ici au magasin, mais même l'Armée du Salut de manière générale grâce aux dons financiers. Donc toutes les actions qu'ils ont mises en place pour essayer de limiter au plus, en toucher un maximum de gens pour les sortir de la précarité, c'est vraiment important. Donc je remercie ceux qui donnent déjà et je renforce cet appel à donner encore plus. Et puis si vous pouvez donner de votre temps aussi, hein, parce qu'on recherche donc des bénévoles pour nous soutenir et dans la communication et dans la valorisation de tout ce qu'on fait auprès des personnes plus vulnérables. Toute demande de précision, il ne faut pas hésiter à nous les adresser. On verra si on peut aussi trouver des missions, des actions sur lesquelles les personnes peuvent s'investir. Et justement, pour rentrer en contact avec vous? Alors vous pouvez venir directement au magasin sur le site de Kingersheim. Vous pouvez aussi via le site internet, hein, on a une adresse internet ou un téléphone pour nous joindre. Voilà, sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous suivre. Voilà. Eh bien, très bien, je remettrai tout ça en description. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, merci beaucoup. Et voici pour l'épisode du jour. Je suis tellement fière d'avoir reçu Nathalie, vous n'avez pas idée. Je crois que si je continue à faire ce podcast, c'est avant tout pour la chance que j'ai de pouvoir parler avec des invités incroyables. Si vous voulez soutenir la Mère du Salut, tout est en bio. Vous trouverez également les manières de rentrer en contact avec moi. Si vous faites partie d'une association en lien avec la réduction de la consommation, le seconde main, l'upcycling ou l'économie circulaire et que vous pensez avoir votre place sur le podcast, j'attends vos messages avec impatience. Si vous voulez continuer à soutenir le podcast, merci de partager l'épisode avec le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.